Vous êtes une femme, jeune et tremblante, pressée contre la terre froide dans une tente qui sent la sueur et le cuir de cheval. Nous sommes en 1281, et l'air est épais de l'odeur âcre de la fumée d'un village tango en flammes, quelque part au-delà des murs de toile. Vos poignets sont douloureux, liés par une corde grossière qui vous creuse la peau, et votre cœur bat si fort que vous êtes sûr que les hommes dehors peuvent l'entendre. Des sabots tonnent, secouant le sol sous vous, et les cris gutturaux des guerriers mongols perçant la nuit, durs, triomphales et terriblement proches. Vous ne savez pas si c'est votre village qu'ils ont incendié ou un autre, mais les cris que vous avez entendus plus tôt résonnent encore dans vos oreilles, vifs et fugaces comme le crépitement d'un fouet. Une ombre se déplace à l'entrée de la tente, une silhouette large et immuable, et vous reculez, votre souffle coupé alors que la trappe est ouverte. L'homme qui entre n'est pas un guerrier quelconque. Ses yeux durs comme du silex balayent l'espace sombre. Et bien que vous ne l'ayez jamais vu auparavant, vous savez qui il est. Tout le monde le sait. Genghis Khan le Conquérant, dont le nom est murmuré avec terreur des steppes aux villes de Jin. Il ne parle pas, mais sa présence remplit la tente comme une tempête. Et vous vous rendez compte avec un malaise nauséeux que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes un trophée, un butin de guerre, et le poids de cette vérité vous écrase plus fortement que les cordes ne le pourraient jamais. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez apprendre les vérités cachées de l'histoire, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et veuillez commenter ci-dessous pour me faire savoir d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ces anciennes histoires ensemble, de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité partagée pour le passé. La nuit est interminable, et le camp est une cacophonie de métal qui claque, de feux crépitants et des gémissements sourds des vaincus. Vous n'êtes pas seul dans la tente. D'autres femmes, leurs visages tachés de saleté et de peur, se serrent à proximité, leurs yeux se déplaçant comme des animaux pris au piège. Certaines sont de votre village, d'autres de lieux que vous ne connaîtrez jamais. Les Mongols se fichent de vos noms ou de vos histoires. Pour eux, vous êtes une monnaie d'échange, un moyen de consolider leur empire ou de satisfaire les appétits de leurs guerriers. L'homme qui est entré, Genghis Khan, né Temujin en 1162 après J.C., sur les rives de la rivière Onon, reste immobile un instant, son manteau fourré attrapant le faible éclat d'une seule lampe à huile. Son visage est hâlé, sa mâchoire serrée, mais il y a un scintillement dans son regard. Du calcul peut-être, ou une soif qui dépasse le champ de bataille. Il ne vous touche pas encore. Au lieu de cela, il fait un signe à l'un de ses gardes, une silhouette imposante avec une cicatrice allant du temple au menton, et murmure quelque chose dans une langue que vous ne comprenez pas. Le garde hoquetote et entraîne l'une des autres femmes sur ses pieds. Son cri étouffé englouti par le bruit extérieur. Vous voulez crier, vous battre, mais votre corps vous trahit, figé par la terreur de ce qui va suivre. Ce n'est pas seulement une histoire de batailles et de conquêtes, bien que ce soit les histoires que l'histoire aime raconter. L'empire mongol forgé par Genghis Khan, de 1206 à sa mort en 1227 après J.C., s'étendait du Pacifique à la mer Caspienne, une vaste étendue de terre construite sur le dos des guerriers et la souffrance des conquérants. Mais sous les récits de charges de cavalerie et de villes en flammes, se cache une vérité plus sombre, rarement évoquée dans les chroniques. L'utilisation systématique des femmes comme outil de guerre, de pouvoir et de plaisir. L'histoire secrète des Mongols, un texte du XIIIe siècle et l'une des rares sources mongoles quasi contemporaines, ne s'attarde pas sur ces détails, mais les récits perses et chinois écrits par ceux qui ont été témoins de la vague mongole laissent entrevoir son ampleur. Des femmes comme vous, prises dans des villages de Shisha, de Kourasmia ou de l'État Jin, n'étaient pas seulement des victimes de guerre, mais des instruments du grand dessein de Genghis Khan. Pour comprendre cela, nous devons revenir à l'homme lui-même et au monde qu'il a façonné. La vie de Tejin n'a pas été étrangère aux difficultés. Né dans le clan Bourgigan, il était le fils de Yugai, un chef de tribu mineur, et de Herun, une femme enlevée de la tribu Murket, en 1171 après J.C. Lorsque Tejin n'avait que 9 ans, son père a été empoisonné par des rivaux, et sa tribu a abandonné sa famille à l'emprise impitoyable de la steppe. Herun éleva ses enfants dans une pauvreté presque absolue, leur apprenant à survivre en se nourrissant de racines et de gibier, tout en évitant les ennemis qui les considéraient comme une menace. La propre épouse de Tejin, Bertha, fut kidnappée par les Murket en 1181 après J.C.,
une blessure qui le marqua profondément. Il la secourut avec l'aide d'alliés tels que Jamukha et Toguru. Mais à son retour, elle était enceinte. L'enfant Yoshi, né en 1182 après J.C., fut accepté comme le fils de Teijin bien que des murmures de doute persistent. Ce moment brutal et personnel forgea l'homme qui deviendrait Genghis Khan. La steppe était un lieu où le pouvoir était fragile, la loyauté rare, et les femmes étaient souvent des pions dans des alliances ou des vengeances. Taekjeon apprit tôt que contrôler signifiait survivre. En 1106 après J.C., après des années de campagne brutale, Teijin avait uni les tribus mongoles et pris le titre de Genghis Khan, signifiant souverain universel. Son empire n'était pas seulement une machine militaire, mais un système de contrôle, et les femmes y jouaient un rôle central. Les Mongols, nomades et pragmatiques, considérèrent le mariage et le concubinage comme des outils pour lier les tribus et assurer leur loyauté. Genghis eut 4 épouses principales, Bute, Kulan, Yasui et Yasugan, chacune supervisant un camp ou un ordo au sein de son harem immense. Des historiens comme Bazange de Turbiche, dans son livre de 2023, Sex in the Land of Genghis Khan, estiment que le harem de Genghis comptait environ 500 femmes, bien que seulement 44 aient été officiellement enregistrées comme épouses ou concubines. Ces femmes étaient souvent les filles de souverains vaincus, comme Shaka des Tangut ou la fille de l'empereur Jin, offerte en tribut pour épargner leur peuple à un nouveau massacre. Chaque nuit, Genghis visitait différentes tentes, ses mouvements gardés par le Keshig, une force d'élite de 10 000 hommes qui assurait sa sécurité et surveillait ses déplacements. Le harem n'était pas seulement une question de désir, c'était une institution politique, un moyen d'intégrer les peuples conquis dans la tapisserie mongole. Imaginez le poids de cette vie. Vous êtes l'une de ces femmes maintenant, arrachée à votre foyer lors d'un raid à Wulahaig en 120 après J.C. Les murs de la ville, autrefois considérés comme imprenables, se sont effondrés sous les machines de siège mongoles. Et maintenant, vous êtes ici dans une yourte qui sent la laine humide et les herbes brûlées. Votre robe, autrefois de soie fine, est déchirée à l'ourlet, et le froid pénètre le tissu léger, vous glaçant jusqu'aux os. Dehors, le camp est en ébullition. Des chevaux crachent, des hommes rient, le cliquetis de l'acier aiguisant les armes. Vous entendez les autres femmes chuchoter, leur voix basse et pressante. Certaines parlent d'évasion, mais le chemin est immense et les Mongols sont impitoyables. D'autres parlent de survie, d'apprendre à plaire, à se tailler une place dans ce nouveau monde. Vous voyez leur visage dans la lumière vacillante. Une fille pas plus âgée de 16 ans, les yeux creux. Une femme plus âgée, les mains calleuses, marmonnant des prières dans une langue que vous ne comprenez pas. Elles sont toutes différentes, pourtant liées par le même destin. Le système mongol était cruel mais calculé. Les femmes étaient divisées en catégories, épouses principales, concubines et esclaves. Les épouses principales, comme Bura, avaient un statut gérant leur propre foyer et conseillant sur les affaires tribales. Les concubines, souvent des captives de haute naissance, vivaient dans un luxe relatif mais n'avaient aucune liberté. Les esclaves, comme vous pourriez l'être, étaient confrontés au pire destin. Travail domestique, servitude sexuelle ou commerce dans les marchés animés de la route de la soie. Le chroniqueur persan du XIIIe siècle, Juveni qui servait les Mongols, écrivait que les femmes étaient échangées comme du bétail, leur valeur mesurée en chevaux ou en or. Certaines étaient forcées de servir les soldats, leurs corps utilisés pour apporter du réconfort après les batailles, comme le décrit un article de 2025 sur Vocal Media. D'autres, jugées belles ou exotiques, étaient envoyées au harem de Genghis Khan, où elles vivaient dans une cage d'or, comme le dit le même article. Leur vie dictée par les caprices du Khan. Perdre sa faveur pouvait signifier une rétrogradation, l'exil ou la mort. La dynamique de pouvoir était brutale. Des hommes comme Genghis Khan avaient un contrôle absolu, mais les femmes aussi exerçaient une influence de manière subtile. Bruta, sa première épouse, était une conseillère de confiance. Ses conseils étaient sollicités même dans les questions de guerre. Les femmes mongoles, en général, comme le note Turbiche, étaient actives dans la vie publique, gérant le commerce, conduisant des chariots, combattant même aux côtés des hommes. Pourtant, cette liberté n'était pas universelle. Les femmes captives n'avaient pas une telle autonomie. Vous le sentez maintenant, le poids des regards sur vous, l'attente implicite que vous devez vous montrer à la hauteur. Veuillez survivre. Le garde revient, ses bottes craquant sur la terre battue et vous désigne. Votre estomac se serre, mais vous vous forcez à vous tenir debout, les jambes tremblantes. Les autres femmes détournent le regard, leur silence plus retentissant que tout cri.
Les pratiques sexuelles de Genghis Khan n'étaient pas de simples plaisirs personnels. Elles étaient stratégiques. En prenant des femmes de chaque tribu conquise, il s'assurait que sa lignée se répande à travers son empire, un héritage génétique que confirment les études modernes sur l'ADN. Une étude de 2003 publiée dans l'American Journal of Human Genetics a révélé que 8% des hommes de l'ancien empire mongol, soit environ 16 millions aujourd'hui, portent un marqueur chromosomique Y, probablement lié à Genghis Khan et à ses fils. Ce n'était pas un hasard. Il a engendré des centaines, peut-être des milliers d'enfants, bien que seuls 9 enfants avec Berti soient nommés dans les archives. 4 fils, Jokei, Shagati, Ogad et Tolui, et 5 filles. Le reste né de concubines et d'esclaves étaient souvent non enregistrés, les noms de leurs mères perdus dans l'histoire. Vous vous demandez, alors qu'on vous conduit hors de la tente, si votre enfant, si vous en avez un, sera l'un de ces oubliés, une ombre dans la vaste lignée de l'Empire. Le camp s'étend devant vous, une mer de yourtes sous un ciel lourd d'étoiles. L'air est vif, portant l'odeur de mouton rôti et la légère saveur métallique du sang. Des guerriers se déplacent dans les ombres, leur rire rauque, leur visage rougi par le coumyss, le lait de jument fermenté qui coule librement après une victoire. On vous conduit dans une yourte plus grande, son entrée flanquée de gardes dont les lances scintillent dans la lumière du feu. À l'intérieur, l'air est plus chaud, épais de l'odeur d'encens et de fourrure. Genghis Khan est là, assis sur un tabouret bas, les mains posées sur ses genoux. Il ne vous regarde pas au début, son attention fixée sur une carte étendue devant lui, dont les bords se recroquevillent comme des feuilles sèches. Vous remarquez les rides sur son visage, les cheveux gris de sa tresse, des signes d'un homme qui a passé des décennies à cheval, à combattre, à conquérir, à survivre. Il parle, sa voix basse, presque douce, mais il y a une dureté en dessous, comme de la pierre sous une terre molle. Vous ne comprenez pas les mots, mais l'intention est claire. Ce n'est pas une négociation. Le traitement des femmes par les Mongols n'était pas propre à Genghis Khan. Ses successeurs, comme Ogad, qui régna de 1229 à 1241 après J.C., ont poursuivi ces pratiques. Le chroniqueur persan Rachid Alin, écrivant au début du XIVe siècle, décrit la punition infligée par Ogadei aux habitants de l'Irak en 1237. 4000 jeunes filles furent violées par les soldats, leurs familles forcées d'assister à la scène avant d'être réduites en esclavage. Cette brutalité était un message, un rappel de la domination mongole. Pourtant, comme le souligne Turbish, la société mongole n'était pas uniformément cruelle. L'adultère, par exemple, était sévèrement puni lors des premières conquêtes de Genghis Khan, souvent par la mort pour éviter les vengeances. Mais les lois ultérieures étaient plus clémentes, imposant des amendes à la place. Les femmes célibataires et les veuves étaient soumises à peu de contrôle. Leur liberté sexuelle contrastait fortement avec les normes confucéennes rigides de la Chine Song, où l'emmanchage des pieds affaiblissait les femmes pour souligner leur fragilité. Les femmes mongoles n'étaient pas des captives. Elles étaient fortes, pratiques, et constituaient un élément essentiel de la vie nomade. Mais pour vous, captives, cette force est un rêve lointain. Les jours se fondent dans les semaines. Vous apprenez les rythmes du camp, le bruissement prématinal des guerriers se préparant à une incursion, le cliquetis des chariots en bois lorsque l'ordo traverse la steppe, les moments de calme où les femmes échangent des histoires à voix basse. Vous apprenez à lire les humeurs du Khan, la façon dont ses yeux s'apaisent lorsqu'il parle de Berti, ou se durcissent lorsqu'il reçoit des nouvelles de rébellion. Vous apprenez à survivre, à enterrer le chagrin de la vie que vous avez perdue. Certaines femmes, vous remarquez, s'adaptent plus rapidement, leur voix devenant plus audacieuse, leurs yeux plus acérés. Une d'elles, une kirismienne nommée Aïcha, vous murmure un soir une rumeur selon laquelle Genghis Khan aurait autrefois partagé une couverture avec son rival Jamouka dans sa jeunesse. Un lien de fraternité qui a fini par se transformer en trahison et en mort. L'histoire ressemble à un avertissement. La loyauté est éphémère, et même les puissants peuvent tomber. En 1215, les armées de Genghis Khan avaient saccagé Zhongdu, la capitale Jin, et tourné leur attention vers l'empire de Kirisman. L'invasion d'Otar en 1219 fut un bain de sang. Après que le gouverneur Inalchuk eut provoqué Genghis Khan en exécutant ses envoyés, les Mongols réduisirent la ville en cendres, éventrant ses citoyens à la recherche de richesses cachées. Comme le relate un article de Sky History de 2025, des femmes comme vous furent prises en grand nombre, certaines pour le haram,
d'autres pour les marchés. Le commerce des esclaves féminines, comme le soulignent les médias, était un pilier de l'économie mongole, prospérant sur la souffrance humaine. Vous le voyez maintenant sur les visages des nouvelles captives amenées au camp, leurs yeux reflétant votre propre terreur de cette première nuit. Le cycle se répète, implacable comme le vent de la steppe. Pourtant, il y a des moments d'étrange humanité. Un soir, alors que le camp s'installe près des montagnes Hélène, une femme mongole, non pas une captive mais une membre du clan, vous apporte un bol de lait de jument chaud. Ses mains sont calleuses, son visage marqué mais son geste est doux. Elle ne dit rien, mais sa présence vous semble un lien avec quelque chose de plus tendre, quelque chose que les conquêtes n'ont pas brisé. Vous apprenez qu'elle s'appelle Kulan, une épouse secondaire, et elle vous apprend quelques mots en mongol, sa voix patiente. Ces moments sont rares, mais ils vous empêchent de vous briser complètement. Au fil des ans, Genghis vieillit, ses campagnes deviennent plus féroces. En 1227, il assiège à nouveau les Chichas, déterminé à écraser leur rébellion. Vous entendez des murmures selon lesquels il est malade, qu'une chute de cheval l'année précédente l'a affaibli. Le 18 août 1227, il meurt dans son camp près d'Inwan, son corps ramené en Mongolie en secret. Les chroniques, comme celle de Marco Polo, affirment que ses funérailles furent un massacre. 2000 esclaves furent tués pour que son lieu de sépulture reste caché. Vous n'êtes pas là lorsque cela arrive. Vous êtes toujours dans l'ordo. Maintenant sous l'œil vigilant de l'un de ses fils. Le haram ne se dissout pas, mais son but change. Sans le khan, les femmes sont à la dérive. Certaines oubliées, d'autres échangées à de nouveaux maîtres. Vous vous demandez si vous reverrez un jour votre foyer, ou si la steppe vous accueillera comme elle l'a fait pour tant d'autres. L'héritage des pratiques sexuelles de Genghis Khan ne réside pas seulement dans les enfants qu'il a engendrés, ou les femmes qu'il a prises. Il réside dans le silence des chroniques, les histoires non écrites. L'histoire secrète des Mongols glorifie ses conquêtes, mais passe sous silence le coût humain. Des sources persanes et chinoises comme Jouveni et Rachid al-Din offrent des aperçus de la vérité, mais même elles sont filtrées à travers le prisme de leurs propres agendas. Aujourd'hui, les échos de cette souffrance persistent, non pas dans les livres d'histoire, mais dans l'ADN de millions de personnes, dans les histoires de femmes dont les noms n'ont jamais été enregistrés. Le campement dehors est une bête vivante. Son pouls fait de cliquetis d'acier, de feux crépitants et des gémissements sourds de ceux qui ont tout perdu. Vous n'êtes pas seul dans la yourte. D'autres femmes se blottissent à proximité, leur visage pâle et marqué de cendres, leurs yeux se déplaçant comme des biches acculées. Certaines sont de votre village, leurs traits familiers déformés par la peur. D'autres sont des inconnus, leurs origines aussi lointaines que les étoiles au-dessus. Les Mongols se fichent de savoir qui vous étiez. La fille d'un fermier, l'épouse d'un marchand, la sœur d'un noble. Pour eux, vous êtes un bien, un moyen de consolider des alliances, de satisfaire des désirs ou de remplir les coffres de leur empire. Genghis Khan reste immobile un instant, son manteau fourré captant le faible scintillement d'une lampe à huile. Son visage est une carte de cicatrices et de rides marquées par le temps. Sa tresse est grisonnante, mais son regard est vif et calculateur. Il y a une faim en lui, non seulement de chair mais de pouvoir, des liens qui unissent en son empire. Il murmure quelque chose à une garde, un homme imposant au visage marqué d'une cicatrice irrégulière. La garde saisit une femme dans un coin. Son cri est bref, étouffé alors qu'elle est traînée dans la nuit. Vous voulez crier et griffonner la terre, mais votre corps est un traître figé par le poids de ce qui va arriver. Ce n'est pas seulement une histoire de conquête. Bien que les chroniques aiment chanter les batailles de Genghis Khan, sa cavalerie rugissant à travers la steppe, ses armées renversant des villes comme Gyeongju en 1215 ou Sarakand en 1220, l'empire mongol forgé de 1206 à sa mort en 1227 était un colosse s'étendant de la mer du Japon à la Caspienne, bâti sur le sang et l'ambition. Mais sous les récits d'épées et de machines de siège se cache une histoire cachée, une histoire que les scribes ont à peine abordée. L'histoire secrète des Mongols, écrite au XIIIe siècle, glorifie les triomphes du Khan, mais passe rapidement sur le coût humain, en particulier pour les femmes. Des chroniqueurs perses comme Jouvaini et Rachid al-Din, écrivant au XIIIe et XIVe siècle, offrent des aperçus de la vérité, tout comme les documents chinois des dynasties Jin et Song. Des femmes comme vous, arrachées à leur foyer à Chicha, Khwarezmia ou dans les steppes de Kipchak, n'étaient pas de simples dommages collatéraux. Vous étiez des outils dans une vaste machine utilisée pour lier les tribus, récompenser les guerriers et assurer l'héritage du Khan.
Pour comprendre cela, nous devons retracer le chemin de l'homme qui est devenu un mythe et le monde qu'il a façonné. La vie de Théogène a commencé dans la misère, né en 1162 après J.C., sur les rives de la rivière Onan, de Isug, un chef de tribu mineur du clan Borgjigan, et d'Elun, une femme volée à la tribu des Murkettes. En 1171 après J.C., alors qu'il avait 9 ans, son père fut empoisonné par des rivaux tatars, et sa tribu abandonna sa famille à la cruauté de la steppe. Roland élut ses enfants sur des racines sauvages et du petit gibier, apprenant à Théogène à supporter la faim et à éviter les ennemis qui le considéraient comme une menace. La steppe était une école brutale, où la loyauté était éphémère et le pouvoir était acquis par la force ou la ruse. En 1181 après J.C., la jeune épouse de Théogène, Berthe, fut kidnappée par les Merkettes, une blessure plus profonde que toute l'âme. Il la secourut avec des alliés comme Jamouka et Togural, mais elle revint enceinte. L'enfant Yachi, né en 1182 après J.C., fut élevé comme son propre fils, bien que des soupçons de doute aient hanté leur lien. Cette trahison a façonné la vision du monde de Théogène. La confiance était un luxe, et le contrôle était la survie. En 1206 après J.C., après des années de guerre et de trahison, ayant tué son demi-frère Bektar, vaincu Jamouka et écrasé les Naïman, il unit les tribus mongoles et prit le titre de Genghis Khan, souverain universel. Son empire était une machine de conquête, mais c'était aussi un système de contrôle, et les femmes en étaient les engrenages invisibles. Les Mongols, nomades et pragmatiques, utilisèrent le mariage et le concubinage pour forger des alliances et soumettre les ennemis. Genghis Khan eut 4 épouses principales, Bertha, Kulan, Yasui et Yogan, chacune gérant un ordre, un camp mobile qui était à la fois foyer et centre politique. Son harem, comme le note l'historien Basenjav Turbish dans son livre de 2023, Sex in the Land of Genghis Khan, pouvait compter 500 femmes, bien que seulement 44 aient été enregistrées comme épouses ou concubines. Ces femmes étaient souvent des captives de haute naissance, comme Shaka, la fille du roi Tangut ou la sœur de l'empereur Jin, offertes en hommage pour épargner leur peuple. Chaque nuit, Genghis Khan se déplaçait entre les tentes, ces déplacements surveillés par la Keshig, une force d'élite de 10 000 hommes qui traçaient chacun de ses pas. Le harem n'était pas une simple jouissance. C'était un outil politique, reliant les tribus conquises au joug mongol par le sang et l'obligation. Imaginez-vous maintenant captive de Wulahai, prise en 1207 après J.C., lorsque les machines de siège mongoles ont brisé les murs de la ville. Votre robe de soie, autrefois un cadeau de votre père, est déchirée sur l'ourlet, et le froid de la steppe vous pénètre, engourdissant vos doigts. La yourte sent la laine humide et les herbes brûlées, une douce odeur atténuée par l'amertume de la peur. Dehors, le camp bourdonne, les chevaux halètent, leur souffle formant une vapeur dans le froid. Les guerriers aiguisent leurs lames, le frottement de la pierre sur le fer étant un bourdonnement constant. Les autres femmes chuchotent, leur voix craquelée. Une fille, à peine âgée de 16 ans, serre ses genoux, les yeux vides. Une femme plus âgée, les mains calleuses après des années de labeur, murmure des prières dans une langue que vous ne comprenez pas. Certaines parlent d'évasion, mais la steppe est une vaste prison, et les éclats mongols courent plus vite que l'espoir. D'autres parlent de survie, d'apprendre à plaire, à se tailler une parcelle de sécurité. Vous le voyez sur leur visage, la mort lente de ce qu'elles étaient, remplacée par quelque chose de plus dur, de plus aiguisé. Le système mongol était précis dans sa cruauté. Les femmes étaient triées comme du bétail, épouses principales, concubines, esclaves. Les épouses principales, comme Bertha, détenaient le pouvoir, gérant le commerce et conseillant sur les différents tribaux. Les concubines, souvent filles de souverains vaincus, vivaient dans des cages dorées, leur statut lié à la faveur du khan. Les esclaves, comme vous pourriez l'être, étaient confrontés à des destins plus sombres. Cuisiner, nettoyer ou servir les besoins les plus bas des soldats. Javani, le chroniqueur persan, a écrit sur les femmes échangées contre des chevaux ou de l'or, leur valeur mesurée sur les marchés de Karakorum à Samarcande. Un article de Médias Vocaux de 2025 décrit des soldats utilisant des femmes captives pour se réconforter après les batailles. Leur corps, une récompense pour la victoire. Celles qui étaient considérées comme belles étaient envoyées au harem, où la vie était plus douce mais pas moins limitée. Perdre sa faveur signifiait risquer tout. Rétrogradation à l'esclavage, exil dans un camp éloigné ou une mort silencieuse et sans marque. Le pouvoir était un fil tendu. Genghis Khan détenait un contrôle absolu, mais des femmes comme Bertha
exerçait une influence dans l'ombre. Elle conseillait sur la guerre et la politique. Sa voix pesait lourd, même parmi les généraux. Les femmes mongoles, comme le souligne Türbisch, étaient partie intégrante de la vie nomade, conduisant les chariots, gérant les troupeaux, parfois combattant. Pourtant, les captives n'avaient pas cette liberté. Vous le sentez maintenant, le poids des regards, l'exigence implicite de performance, de survie. Le garde marqué de cicatrices revient, ses bottes craquant sous ses pas, et vous désigne. Votre estomac se noue, mais vous vous levez les jambes tremblantes. Les autres femmes détournent les yeux, leur silence étant un cri en soi. Les pratiques sexuelles de Genghis étaient stratégiques, non pas de simple luxure. En prenant des femmes de chaque tribu, Tangut, Korasmayan, Kipchak, il a tissé sa lignée dans son empire. Une étude de 2003 dans l'American Journal of Human Genetics a révélé que 8% des hommes de l'ancien empire mongol, soit environ 16 millions aujourd'hui, portent un marqueur chromosomique X lié à Genghis et à ses fils. Il a engendré des centaines, peut-être des milliers d'enfants, bien que seuls 9 avec Bertha soient nommés. 4 fils, Yoki, Chagati, Ogad, Tului et 5 filles. Le reste, né de concubines et d'esclaves, a disparu dans l'histoire, les noms de leurs mères non enregistrés. Vous vous demandez, tandis que le garde vous conduit à travers le camp, si votre enfant sera l'une de ces ombres, perdue dans les pas d'une mémoire immense. Le camp s'étend sous un ciel chargé d'étoiles. L'air est vif, avec l'odeur de moutons rôtis et de sang. Des guerriers se déplacent dans l'obscurité, leur visage rougi par le kuma, leur rire gronde. On vous conduit à une grande yourte, son entrée flanquée de gardes portant des lances qui brillent comme des crocs. À l'intérieur, l'air est chaud, chargé d'encens et de fourrure. Genghis s'assoit sur un tabouret bas, les mains sur les genoux, une carte devant lui frangeant au bord. Son visage est marqué, sa tresse grisonnante, mais sa présence est une force comme le vent qui plie l'herbe. Il parle, sa voix basse, presque douce, mais elle porte le poids du commandement. Vous ne comprenez pas les mots, mais l'intention est claire. Il n'y a pas de choix ici, seulement la survie. Cela n'était pas propre à Genghis. Ses fils et ses successeurs, comme Agad RL Poul 129 en 141 après JC, ont continué cette pratique. Rachid Aline rapporte le châtiment d'Agad en 1237 après JC. Dewarat, 4000 filles violées devant leur famille, puis réduites en esclavage. Cet acte était un message, un rappel de la puissance mongole. Pourtant, la société mongole n'était pas uniquement cruelle. Türbisch note que l'adultère, autrefois puni de mort pour prévenir les vengeances, était plus tard puni d'amende, et les femmes célibataires jouissaient de libertés inconnues en Shinsong, où le bandage des pieds symbolisait la fragilité. Mais pour les captives, ces libertés étaient un mythe. Vous l'apprenez au fur et à mesure que les jours deviennent des semaines. En mémorisant les rythmes du camp, le cliquetis des guerriers avant l'aube, le grincement des chariots lorsque l'ordo se déplace, les histoires chuchotées dans l'obscurité. Vous apprenez à lire les humeurs de Genghis, ses yeux se ramollissant pour Bertha, se durcissant face à la rébellion. Vous enterrez votre chagrin. Votre foyer est un souvenir qui s'estompe. Certaines femmes s'adaptent plus vite. Une khwarasmienne nommée Aïcha, les yeux aussi vifs qu'un faucon, vous murmure un soir l'histoire de Genghis et de Jamouka, frères d'armes qui partageaient une couverture dans leur jeunesse, pour que Teuin ordonne sa mort en 1205 après JC. L'histoire est un avertissement. Même les liens les plus étroits se brisent. En 1215 après JC, Genghis saccage Gyeongdu et en 1219 après JC, il se tourne contre la Khwarasmie après que son gouverneur Inaluk ait massacré ses envoyés. L'article de Sky History de 2025 décrit la chute d'Otra. Les citoyens sont massacrés, les femmes réduites en esclavage. Le commerce des esclaves, selon le voleur vocalisé, était un moyen de subsistance mongole prospérant sur le malheur humain. Vous le voyez chez les nouvelles captives, leurs yeux reflétant les vôtres de cette première nuit. Pourtant, il y a des étincelles de bonté. Près des montagnes à laine, une Mongole Ken vous apporte du lait de jument chaud. Ses mains sont calleuses, son visage est marqué mais son geste est un salut. Elle vous apprend des mots mongols, sa voix stable. Ces moments sont rares, mais ils vous maintiennent en vie. En 1227 après JC, Genghis, maintenant âgé, assiège Seashire à nouveau. Des murmures disent qu'il est faible, blessé d'une chute. Le 18 août 1227 après JC, il meurt près de Yunuan, son corps étant emporté. Les récits de Marco Polo affirment
que 2000 esclaves ont été tués pour cacher sa tombe. Vous êtes toujours dans l'ordre, maintenant sous le regard d'un fils. Le harem change. Certaines femmes sont oubliées, d'autres sont échangées. Vous vous demandez si votre foyer est perdu pour toujours. L'héritage des pratiques de Genghis ne se limite pas à ses enfants ou à ses conquêtes. C'est dans le silence des chroniques, les femmes dont les noms ont disparu. Giovanni et Rachid el-Din suggèrent la vérité. Mais le poids total réside dans l'inécrit. Des millions aujourd'hui portent son sang, mais les mères sont des fantômes. Vous êtes assis seuls, les cordes disparus, mais leur douleur persiste. Les étoiles sont froides, le pas infini. Vous avez survécu, mais les cicatrices restent, gravées dans le hurlement du vent, portant les cris des oubliés à travers les âges.